Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette vidéo, c'est la suite et fin du chapitre 3. Donc écoutez-moi bien parce que je sais que vous allez être un petit peu perdus. On a terminé dans la vidéo d'avant le chapitre 1 et vous avez commencé en présentiel avec moi le début du chapitre 2. Rappelez-vous, c'était la question sur le contrôle des médias, le quatrième pouvoir, les exemples historiques avec l'affaire Dreyfus, le contrôle des médias par l'État. Mais on n'a pas terminé ce chapitre 3, il nous manque information et propagande en temps de guerre. Mais comme on travaille sur des reportages, on le fera en classe. Donc ce que vous faites, c'est que vous sautez 3 pages. 3 pages, ce sera suffisant pour faire cette partie-là. Et une fois que vous avez sauté vos 3 pages, vous notez ce titre-là et on continue. Et on finit ce chapitre dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. Sinon, vous m'écrivez avant de prendre la vidéo, ou vous le faites sur des feuilles volantes que vous cueillerez dans votre cahier, comme vous voulez. Mais voilà, l'idée c'est que, comme il y a des choses qu'on peut pas faire, en présentiel, on les fait en distanciel et donc il faut attendre d'avoir fait ça en présentiel. Donc on est dans le chapitre 3, le chapitre sur le contrôle de l'information. On a commencé le contrôle de l'information par l'État, on terminera la semaine prochaine et là, on va faire la question, de la libéralisation des médias, parce qu'on va se poser la question du contrôle par, le privé. On a vu le public, l'État, et on va voir le privé, les grandes entreprises, et on va se poser la question si ces grandes entreprises, est-ce que ça donne plus de liberté aux médias que l'État ou pas? Et on va commencer par, parler de la libéralisation des médias. Donc comment, historiquement, les médias qui appartenaient plutôt à l'État sont devenus plutôt, indépendants de l'État et appartiennent plutôt à des entreprises. Donc on va expliquer le mot libéralisation. Donc là, vous avez une définition. La libéralisation, en économie, c'est un processus qui vise à réduire le rôle de l'État pour laisser plus de liberté aux acteurs privés. Les acteurs privés, c'est les entreprises, par exemple. Donc vous écrivez cette définition et vous retenez, hein, on est dans un processus, c'est-à-dire, c'est un moment où de plus en plus, bah, l'État, abandonne des secteurs d'activité où il jouait un rôle important, comme, les médias et l'information, qui deviennent donc privés, qui appartiennent à des entreprises ou, enfin ou à des personnes. Et là, on va voir historiquement comment ça s'est fait. Donc ça s'est fait à peu près au cours du 19e siècle. Il y a eu un développement à ce 19e siècle, un développement des groupes privés, dans la presse et le journalisme. Donc à ce moment, il y a encore que des journaux et au début, ils étaient à l'État, puis vraiment, de plus en plus, c'était des individus, qui ont voulu se détacher de l'État parce qu'ils voulaient sortir de l'influence de l'État. Et on va dire un des premiers événements marquants, c'est, la création de Havas, qui est une agence de presse par Charles-Louis Havas. Donc notez ce qu'est une agence de presse, c'est une organisation qui vend de l'information aux médias. C'est-à-dire tous les médias, je fais un petit point d'explication. Tous les médias du monde, ne peuvent pas avoir des journalistes partout pour, tout savoir et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des agences spécialisées qui envoient des journalistes partout et qui revendent, ce qu'ils ont vu, leurs images, leurs reportages aux autres médias. Et ça, c'est une agence de presse. Et donc il y en a une en France qui voilà, en 1835, c'est Havas, qui devient l'agence France Presse, l'AFP, qui est toujours, actuellement très dynamique. Alors elle est sous le contrôle de l'État en 1944. Pourquoi en 44? Bah, c'est, la guerre, le régime de Vichy. Donc là, elle est un peu sous le contrôle de l'État, ça reste et en 1957, finalement, elle devient indépendante. Et là, ça devient, une manière de faire du journalisme, totalement indépendante de l'État. Alors, quelles sont ces activités, de l'agence France Presse, de l'AFP? Là, vous avez, un document qu'ils ont fait eux-mêmes pour se présenter et l'idée, c'est de voir un petit peu, ce qu'ils font. Alors, bah, ce qu'ils font, bah, j'ai encadré ce qui était important et vous le notez. L'AFP produit des dépêches. Une dépêche, bah, qu'est-ce que c'est? Une dépêche, c'est une information qui est produite et diffusée à des clients. Donc, c'est-à-dire que l'AFP va chercher des informations et elle va les vendre à d'autres médias. Et elle va faire ça dans le monde entier puisqu'elle est dans 150 pays, hein. Le monde, c'est, à peu près autour de 200 pays. Donc on est quand même, avec des représentants dans les 3 quarts des pays du monde. Donc
des dépêches, c'est-à-dire de l'information produite par l'AFP et vendue dans le monde entier et sous de nombreux formats, en fait. Vous avez de la photographie, vous avez des infographies. Bah, une infographie, c'est exactement ça. C'est-à-dire, enfin, comment décrire? C'est une mise en forme d'informations de manière, assez visuelle. Ils font aussi des vidéos, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des lives sur internet. Donc, ils vont avoir des supports variés. Pour, continuer à creuser sur ce que fait une agence de presse, je vous montre, une capture d'écran de la chaîne YouTube, de l'AFP, et on peut remarquer plusieurs choses qui sont, intéressantes, en fait, sur cette chaîne YouTube. C'est, que déjà le rythme de publication, elles sont très nombreuses ces vidéos. Là, vous avez, tout qui a moins enfin qui a entre un jour et 17 heures, donc tout en une douzaine d'heures, vous avez tout ça de vidéos qui a été produite parce que, bah, l'information, il se passe beaucoup de choses et il faut pouvoir le documenter. Elles sont sur des thèmes très différents, hem elles sont assez courtes, hein, vous regardez, il y en a pas beaucoup qui dépassent les 2 minutes. C'est des informations, rapides qui se concentrent sur, 1 ou 2 enfin sur des faits, précis et vous remarquez aussi qu'il y a très peu de vues. Ça s'explique déjà parce qu'il y en a beaucoup et puis parce que c'est pas une chaîne que les gens vont consulter directement. C'est des médias qui vont eux-mêmes regarder ça et qui vont décider, par exemple, de leur acheter l'information pour avoir le droit de la réutiliser. Si vous êtes curieux, si on était en classe, je vous en aurais montré une. Si vous êtes curieux, vous pouvez le faire, hein, vous tapez AFP, vous regardez la chaîne. Ce que vous remarquerez, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'objectivité. Il y a très peu de commentaires et ils sont pas orientés, hein, c'est descriptif et voilà, l'idée c'est que c'est un service, parce qu'ils essaient de produire une information, non orientée. Donc ça, c'est pour, ce qu'on peut trouver, voilà, historiquement l'évolution de Havas, à l'AFP. Et on va prendre un deuxième exemple, heu, pour cette libéralisation des médias. On va prendre l'exemple de Joseph Pulitzer. Lui, c'est un journaliste américain et il crée un groupe de presse indépendant à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Il publie le journal World, comme Le Monde, heu et en fait, ce journal World, c'est une révolution dans les médias. Parce qu'il va défendre un journalisme qui est engagé, qui est militant et qui n'hésite pas à critiquer le gouvernement. Ce qui était plus rare avant, puisqu'il y avait des liens entre les médias et le gouvernement. Et quand je dis qu'il est très engagé, bah, je vous donne juste un petit exemple, une petite anecdote. Il va par exemple demander à une femme de simuler la folie, de faire comme si elle était folle, pour qu'elle soit internée dans un asile, pour pouvoir mener une enquête et dénoncer les conditions de vie dans les asiles. Donc voilà, oui, c'est assez engagé. Et puis il y a eu une création, le prix Pulitzer, qui récompense, on va dire, un journaliste, ou un journal, très sérieux, qui a fait un très bon travail. Donc son nom est devenu, on va dire, célèbre dans le journalisme. Et donc plusieurs acteurs privés, hein, comme, donc l'AFP ou comme Pulitzer, essaient de créer des médias qui sont indépendants de l'influence des États pour défendre la liberté de la presse. Sauf que, beh, ce que j'espère que ça vous paraît logique, c'est bien d'être indépendant de l'État, mais le problème, c'est que du coup, ces journaux deviennent dépendants de la personne qui les possède ou de l'entreprise qui les possède, et donc ça va amener à d'autres problèmes. C'est pas les mêmes, ça résout certains problèmes, mais ça en crée d'autres. Eh bien, on va voir un petit peu comment ces groupes privés vont contrôler l'information. Donc notez, hein, ce basculement du public au privé entraîne d'autres problèmes. Déjà, 1 problème, en fait, le fait de libéraliser les médias, ça va entraîner de la concurrence entre les différents médias et pour faire face à la concurrence, il va y avoir une volonté de rechercher du profit, du bénéfice, à faire de l'argent, le plus possible pour, l'emporter face aux concurrents. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait de l'argent quand on est un média? Eh ben, on va mettre moins d'informations et plus de publicité. Parce que la publicité rapporte de l'argent et on va chercher aussi le truc le plus sensationnel, le plus choquant pour essayer d'attirer, des lecteurs ou, des auditeurs, enfin, ou des gens qui vont cliquer sur vos sites web. Donc voilà, 1er problème, la concurrence et la recherche, du bénéfice qui va entraîner une augmentation de la publicité et une augmentation, on va dire, des infos chocs qui sont pas toujours, les plus pertinentes ou qui sont pas toujours vraies.
Et je vais vous donner un petit exemple, qui montre que, la rentabilité va passer avant la qualité du contenu, hein. C'est un exemple rapide que vous connaissez sans doute, c'est la télé-réalité. La télé-réalité, j'avais un extrait de vidéo à vous montrer, mais, je peux pas la retrouver, pour vous mettre le lien, donc c'est pas grave. Heu, mais ce qu'il voulait, montrer dans cette vidéo, c'est comment la télé-réalité est arrivée en France, par les entreprises, TF1 et M6 qui sont privées, hein, qui n'appartiennent pas à l'État pour, essayer de gagner plus d'argent, heu, quitte à, on va dire, montrer des choses qui paraissaient pas très morales, un peu, gênantes et où la qualité du contenu, est pas très élevée. Alors c'est pas enfin vous regardez la télé-réalité si vous voulez, hein, c'est pas pour, juger qui que ce soit, mais on est loin, de l'objectif d'information, qui était à la base donné par les médias. Ça, j'espère que tout le monde est d'accord avec ça, mais ça attire des gens et ça fait gagner de l'argent aux, chaînes de télévision qui le diffusent et donc ça montre qu'on fait passer la recherche de l'argent avant la qualité du contenu et ça concerne surtout, les chaînes privées. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième grand, aspect un peu problématique avec la diffusion du on va dire du libéralisme et de la libéralisation des médias, il y a une privatisation des médias, c'est-à-dire qu'ils sont rachetés par des groupes privés et ils sont rachetés en fait par des groupes privés, qui vont les contrôler, décider ce qui est publié et je vais prendre le temps de vous montrer ce graphique, cette infographie. C'est un peu tous les médias français, hein. Si vous prenez le temps de regarder, vous en reconnaîtrez que vous connaissez, hein. Regardez ici, vous avez, TF1, Arte, Libération, enfin je sais pas ce que vous connaissez très bien, hein, mais là vous avez l'Union, l'Écho, Le Point, enfin plein de journaux et au centre, c'est les gens qui les possèdent. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y en a plein de journaux différents, mais en fait, il y a seulement, une trentaine de propriétaires, pour, la majorité des médias français et c'est un peu, ça peut être un problème, ça veut dire qu'il y a finalement pas tant de points de vue que ça, puisque la plupart des journaux français appartiennent à seulement quelques propriétaires et si on regarde de plus près qui sont ces propriétaires, heu, regardez ce petit là, vous avez des numéros sur certains, c'est le rang au classement des plus grandes fortunes françaises. Et donc il y a peut-être des noms que vous connaissez, hein. Regarde, la 1re personne la plus riche, c'est Bernard Arnault en France, première fortune française. La famille Bettencourt aussi, qui possède L'Oréal par exemple. La famille Bouygues, Dassault qui produisent des armes. C'est peut-être des noms que vous avez déjà entendus, hein, Rothschild, Bolloré. C'est les plus grandes fortunes françaises. Des fois, c'est aussi des entreprises, comme je vous avais dit, par exemple le Crédit Agricole. Et donc c'est seulement quelques, propriétaires très riches qui possèdent la plupart des médias français et ça peut poser un problème. On va prendre un exemple précis, regarde ici, heu, La Voix du Nord, N Nouvelles, L'Union, L'Ardennais, Nord Littoral, L'Est Éclair, Courrier Plicard, Nord Éclair. Je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais ce que vous voyez, c'est que tout ça, c'est des journaux r de la région, d'ici, en fait. Et ils se possèdent tous, ils appartiennent tous à, un groupe qui est possédé en partie par le Crédit Agricole et en partie par la famille Urbain, qui est la centième plus riche de France et donc tous ces points de vue qu'on pourrait se dire que, bah, dans une région, il peut y avoir plusieurs points de vue différents, bah, non, en fait, ça appartient à la même personne et quelles conséquences ça peut avoir? Bah, imaginons que le Crédit Agricole, il y ait des problèmes, je sais pas, il y ait une fraude, un scandale autour du Crédit Agricole et ben, il est probable que ces journaux n'en parlent pas. Parce qu'ils auront, une indication de leur propriétaire, de dire: «On ne parle pas, en mal de leur propriétaire». Et je vais vous donner un autre exemple, ça touche tous les journaux, même, enfin tous les médias, même ceux qui ont la réputation d'être engagés et vous connaissez peut-être Brut, hein, qui est un bon média par ailleurs, qui est connu pour ses positions, par exemple, féministes, heu et qui est possédé, bah, par plusieurs personnes, dont Luc Besson et Luc Besson a été accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. Et bien Brut n'en a pas parlé, par exemple. Donc on voit comment le fait, d'avoir un propriétaire peut conduire à une information qui n'est pas parfaite.
Alors, comment faire pour avoir une indépendance réelle, une bonne information? Eh bien, la seule solution, c'est d'avoir un financement qui est uniquement celui des lecteurs. Parce que si, personne ne vous possède, ni l'État, ni un propriétaire, eh bien, les seules, personnes qui peuvent décider ce qu'il y a dans le journal, ce sont les journalistes. Mais bon, c'est normal, à un moment, c'est leur travail. Et c'est un modèle qui a été développé par exemple par Mediapart, qui est un journal français qui sort uniquement sur internet. C'est un pure player, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nom. Et cette indépendance, ça lui permet de révéler régulièrement, hein, des affaires compromettantes pour le pouvoir. Et donc il se présente vraiment comme un réel quatrième pouvoir contre la politique. On va conclure. J'ai pas mis de titre conclusion, mais là, on est dans la conclusion. On n'est plus dans la libéralisation des médias. Donc vous écrivez bien conclusion, et la conclusion, c'est la liberté de la presse dans le monde. On va se poser la question de la liberté de la presse dans le monde avec cette carte. On a dit en introduction que la liberté de la presse est reconnue par la plupart des pays comme un droit essentiel. Donc ça, je pense que vous vous en rappelez. Mais ce droit, il n'est pas respecté partout de la même manière. Et donc là, vous avez une carte qui classe les pays du monde en fonction de la liberté de la presse. Si c'est clair, c'est bien. Et si c'est noir, c'est vraiment pas bien. Et vous avez donc une situation bonne et plutôt bonne, c'est 24% des pays. Donc ça veut dire que tout ce qui est pas bien, en fait, c'est les 3 quarts. Et ce qui est particulièrement grave, j'ai pris les 2 dernières catégories, c'est quand même 40% des pays. Et bah, ça doit déjà ça doit vous choquer que la liberté de la presse soit aussi mal respectée, mais bon, c'est vrai que, bah, malheureusement, le monde ne va pas non plus, toujours très bien partout. Hem, on regarde un peu les classements. Les classements, les meilleurs classements sont en Europe du Nord et de l'Ouest, hein. Vous avez la liste ici, hein, la Norvège, la Finlande, la Suède, donc les 3 pays, de la Scandinavie avec le Danemark qui est ici. Enfin, on voit bien l'Europe du Nord. Et les pays, les moins bien classés, ça va être, bah, par exemple, vous avez des pays, bah, la Chine, l'Asie centrale comme le Kazakhstan et quelques pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. Le problème, c'est qu'on observe une dégradation, dans certains pays, même des pays qui sont bien classés, comme la France ou les États-Unis, hein. Les États-Unis, qui est un grand pays de démocratie, qui est quand même, dans une situation problématique. En fait, ils étaient dans une situation qui était plutôt bonne, mais il y a eu des problèmes, il y a eu des menaces de mort sur des journalistes, il y a eu enfin, des menaces de mort et même des morts, en fait. Il y a quelqu'un qui est allé dans un quotidien local, donc un journal, et qui a tué, 5 personnes, heu, parce qu'il cons enfin, bah, à cause de sa haine du journal. Et bah, même en France, hein, la situation en fait, la France descend, dans le classement aussi. Par exemple, actuellement, il y a un débat, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, autour de la loi sur la sécurité globale avec la question: «Est-ce que les journalistes ont le droit de filmer les policiers?» Bah, ça, c'est des éléments, enfin, vous faites votre propre avis, hein, sur cette loi, mais c'est des éléments qui, quand même, réduisent la liberté de la presse. Donc voilà, je termine là-dessus, hein, sur ce constat que la liberté de la presse dans le monde se porte pas très bien. Heu et on continuera le dernier chapitre, en classe quand je vous reverrai. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.